Aujourd'hui, Science on tourne est à la Maison des sciences de l'homme à Strasbourg et je vous propose de rencontrer tout de suite David Le Breton qui est professeur de sociologie à l'Université de Strasbourg. Allons-y. Bienvenue à l'Université de Strasbourg. Je travaille pour ma part depuis bien longtemps autour des conduites à risque, autour du mal de vivre adolescent, c'est-à-dire d'un rapport plutôt meurtri au corps. Mon titre officiel, c'est professeur de sociologie. Mais pour ma part, je n'ai jamais fait de différence majeure entre sociologie et anthropologie. Tous mes cours s'appellent anthropologie du corps, anthropologie du risque, anthropologie de la douleur, etc. De la même façon, tous mes livres s'appellent anthropologie de la douleur, du visage, de la voix, du corps, etc. Mais ceci dit, si on veut être un petit peu académique, on pourrait dire que la sociologie, étymologiquement, c'est l'étude du social, c'est-à-dire l'étude des relations sociales, l'étude des conditions sociales, culturelles, etc. L'anthropologie, ça vient de la racine grecque anthropos, qui veut dire l'humain. Donc l'anthropologie, c'est l'étude de la condition humaine, c'est l'étude des logiques de la condition humaine. Et donc par exemple, quand je dis anthropologie du corps ou anthropologie des conduites à risque, mon propos ne va absolument pas être, par exemple, de faire des statistiques sur le nombre de gens qui se tatouent dans telle classe sociale, les hommes par rapport aux femmes, les classes d'âge, etc. Mon souci va être davantage de comprendre pourquoi l'humanité, depuis ses origines, puisque le tatouage est aussi vieux que l'histoire de l'humanité, pourquoi est-ce qu'à travers d'innombrables sociétés humaines, les hommes ou les femmes éprouvent ce besoin, ce désir de transformer quelque chose de leur apparence, de transformer quelque chose de leur corps, à travers l'usage de marques définitives, comme peuvent l'être les tatouages, par exemple, ou les scarifications rituelles dans un certain nombre de sociétés, ou des marques provisoires, comme peuvent l'être des peintures avec des pigments qui vont s'effacer dans les heures ou dans les jours qui suivent, ou plus banalement comme le maquillage, par exemple, dans nos sociétés contemporaines occidentales. Par exemple, quand je travaille sur les conduites à risque, je ne m'intéresse absolument pas aussi du nombre de jeunes qui sont mal dans leur peau, dans telle catégorie sociale ou dans telle région de France. J'essaie plutôt de comprendre pourquoi l'alcoolisation, pourquoi les scarifications, pourquoi l'anorexie a une telle efficacité, entre guillemets bien entendu, pour conjurer le mal de vivre. Donc ma recherche est plutôt celle de la signification des pratiques, celle des valeurs associées par les individus à leur démarche. Pourquoi est-ce qu'un chercheur comme moi s'intéresse-t-il aux conduites à risque, par exemple, pas seulement bien entendu, mais c'est quand même une partie majeure de mes recherches. C'est tout simplement que j'ai moi-même été, quand j'étais beaucoup plus jeune évidemment, en souffrance. J'ai traversé moi-même les conduites à risque quand j'étais plus jeune. Et quand j'ai grandi, en quelque sorte, quand je suis devenu un homme, et quand j'ai entamé mes études de sociologie, et que je suis devenu aussi un enseignant en sociologie, j'ai voulu comprendre pourquoi, en toute connaissance de cause, quand on a 15, 16 ans, 18 ans, en toute connaissance de cause, on met sa vie en danger, donc de manière délibérée. J'ai voulu finalement écrire, j'ai voulu finalement comprendre, d'une certaine manière, pour empêcher d'autres jeunes de suivre le même chemin que moi à un moment donné de mon existence. Je crois qu'une anthropologie, une sociologie comme la mienne essaie, dans sa modeste position, de transformer quelque chose du monde à travers nos lecteurs, à travers nos étudiants, à travers les personnes qui nous écoutent. Voilà, j'essaie de donner des clés de compréhension à ces pratiques pour essayer de les désamorcer, pour que peut-être certains parents comprennent mieux leurs enfants, pour également qu'un certain nombre de médecins, de psychiatres, de psychothérapeutes, d'enseignants ou d'adultes qui ont des relations professionnelles ou personnelles avec des enfants ou des adolescents, pour qu'il y ait une meilleure compréhension,
et donc une meilleure attitude pour pouvoir mieux accueillir ces jeunes mal dans leur vie, pour avoir davantage de réponses, pour avoir davantage de compréhension. Pour moi, l'anthropologie, ce n'est pas de juger le monde, c'est de le comprendre. Mais c'est le comprendre pour mieux agir sur lui de manière évidemment propice, pour susciter davantage le goût de vivre et pas simplement se contenter d'énoncer des statistiques ou d'énoncer des grandes vérités qui ne sont absolument d'aucun intérêt. Mais aujourd'hui, je vais plutôt vous parler du rapport de l'adolescence à son corps, ce qui me permettra sans doute aussi de parler du mal de vivre, de la souffrance adolescente à travers notamment la question des scarifications, des attaques au corps, etc. Alors, je dirais d'abord, de manière générale, évidemment, que la question de l'adolescence est d'abord la question du corps, puisque c'est un corps qui change, un corps qui entre dans la sexuation, qui entre dans un rapport à l'autre. C'est le moment également où le jeune passe de l'enfance à l'adolescence et où donc il est de moins en moins subordonné à ses parents et vole de plus en plus de ses propres ailes. Et donc dans cette période un peu indécise de l'existence, qui précède donc l'entrée dans l'âge d'homme ou dans l'âge de femme, la question du corps va se poser de manière assez radicale. Mais d'abord, je vais parler un peu plus généralement pour donner quelques indications autour du statut du corps et puis aussi particulièrement du statut de la peau. La condition humaine est corporelle, pour le meilleur ou pour le pire, c'est-à-dire que nous sommes notre corps, nous n'avons pas un corps, nous ne possédons pas un corps, nous sommes absolument confondus à notre corps, et de notre corps, seule se voit la peau, sous les auspices notamment du visage et des mains, éventuellement des avant-bras, etc. La peau est un enclos de notre existence. Elle est le seul lieu du corps qui se donne à voir. C'est par elle que nous sommes jugés, que nous sommes évalués à l'intérieur d'un sexe, d'un âge, d'une séduction, d'une appartenance ethnique, d'une couleur de peau, etc., etc. Énormément de sociétés humaines, à commencer d'ailleurs par la nôtre, la peau est une métonymie de la personne. C'est-à-dire que quand on parle de la peau, on parle de la personne en son entier. On dira par exemple « j'ai sauvé ma peau »,« je l'ai dans la peau », etc., etc. Vous voyez comment la peau fonctionne finalement comme un équivalent absolument de la personne. La peau est aussi une frontière entre le dehors et le dedans, entre l'extérieur et l'intérieur, entre soi et l'autre. Elle est le lieu à la fois de l'ouverture et de la fermeture au monde. On pourrait dire d'ailleurs que la peau est une porte, on peut la fermer, et ça va se traduire par des attitudes de fermeture sur soi, de puritanisme, de rigidité, etc. Mais on peut aussi l'ouvrir à travers sa joie de vivre, à travers son sourire, à travers une manière donc détendue, jubilatoire d'être au monde. La peau aussi est doublement l'organe du contact. Elle est d'abord l'organe du toucher, c'est-à-dire je touche par exemple cette table pour en évaluer la contexture. Mais dans la langue française, et dans beaucoup d'autres langues du monde d'ailleurs, la peau va être une sorte de métaphore pour juger de la qualité de contact qu'un individu entretient avec le monde et avec les autres. Donc on passe du toucher au contact, et il y a d'innombrables propos, expressions dans la langue française qui traduisent le fait que le vocabulaire cutané ou tactile vient toujours évaluer la qualité de relation que nous avons avec le monde et avec les autres. Et maintenant, je vais vous donner une série d'exemples. On dira par exemple qu'on est bien ou qu'on est mal dans sa peau. On dira de quelqu'un, il a un bon contact ou il a un mauvais contact. On dira aussi, c'est quelqu'un qui me porte sur les nerfs, quelqu'un qui m'agace, quelqu'un qui me hérisse le poil. On dira, par exemple, d'un adolescent, c'est un écorché vif. On prend quelqu'un à rebrousse-poil. C'est un choc ce que cette personne m'a dit. Je l'ai pris comme un coup de poing dans la figure. C'est quelqu'un qui me donne des boutons. C'est quelqu'un face à qui j'ai des relations épidermiques.
Ou on dira aussi c'est une peau de vache. Mais je pourrais comme ça vous en donner d'innombrables exemples. D'un point de vue plus heureux, plus propice, on pourrait dire par exemple ce sont des propos qui me bercent, ce sont des propos qui m'apaisent, c'est quelqu'un qui me caresse dans le sens du poil. Ce que cette personne m'a dit était comme un baume qui passait sur mes blessures, etc. Vous voyez donc comment ce vocabulaire qui renvoie à la peau est profondément l'indice de la qualité d'échange, de la qualité de relation, de la qualité de reconnaissance que nous avons avec les autres. La peau marque toujours la résonance affective d'une situation. Par exemple, on peut rougir, on peut pâlir, on peut avoir froid, dans la peur, ou au contraire, avoir chaud, suer, tellement on a peur. On peut se sentir frissonner. Voilà. Il y a tout un tas également, là on est dans la dimension physique de la relation au monde, notre peau se donne aussi comme une sorte de caisse de résonance de la relation que nous avons avec le monde extérieur. En changeant ma peau, je change le regard que les autres portent sur moi. Donc je vais complètement changer leur attitude à mon égard. On change son corps pour changer sa vie, pour trouver un angle plus propice dans sa relation au monde. Par son look, par exemple, un jeune essaie de chercher le personnage qu'il incarne le mieux. Donc il va essayer, en changeant sa coiffure, en changeant ses vêtements, à travers le tatouage, à travers le piercing, à travers son attitude, il va essayer de se mettre en scène pour voir quelle est la résonance du personnage qu'il incarne à un moment donné dans le regard des autres. Est-ce que ça va passer ? Est-ce que ça va casser? Va-t-il être jugé, un peu moqué? Ou au contraire, va-t-on le trouver absolument extraordinaire? Sur sa chair, on inscrit une vision du monde, une identité affichée, la manière à travers laquelle on souhaite être reconnu par les autres. Nous sommes en effet dans une société du look, dans une société de l'image, dans une société du spectacle, dans une société où règne aussi une certaine tyrannie de l'apparence, qui fait que particulièrement les jeunes générations sont captives de cette nécessité de donner une apparence qui soit validée par les autres, et particulièrement par les pairs, par ceux du même âge que soi, ceux avec qui on partage une culture propre à une classe d'âge, et propre aussi au monde d'aujourd'hui. La peau s'érige en instance de fabrication de soi. C'est-à-dire donc qu'on se fabrique une identité à travers les manipulations qu'on opère sur son apparence. La peau donc tient une sorte de discours sur la personne que l'on est ou celle que l'on voudrait être dans le regard des autres. Elle est une sorte de surface d'inscription des significations et des valeurs d'une classe d'âge. Et le corps est donc au moment de l'adolescence un univers qui change et un univers qui peut également faire peur, un univers un peu menaçant. Donc beaucoup de pratiques adolescentes vont être des tentatives de fixer la peau, de fixer une identité, de se fixer un personnage, pour ne plus être pris dans un monde dans lequel on a du mal à se reconnaître encore. En d'autres termes, l'adolescent essaie de faire corps avec le monde, il essaie de prendre chair dans sa propre existence. Et la peau participe de manière intense au processus d'individuation, séparation qui caractérise l'adolescence. Séparation d'avec les parents, c'est-à-dire on vole de ses propres ailes, et individuation, c'est-à-dire que le jeune entre dans sa propre histoire. Pour la première fois, il peut affirmer un « je ». Et un jeune est très souvent à fleur de peau, d'autant plus qu'il s'efforce justement de changer de peau, de faire peau neuve. Vous voyez, je m'amuse avec les métaphores corporelles, cutanées, qui caractérisent la langue française et qui montrent bien comment notre corps est une sorte de centre de gravité du regard que les autres portent sur nous, mais aussi de la manière dont nous nous sentons plus ou moins bien dans notre existence. Il s'agit aussi pour le jeune de trouver ses marques avec le monde. Et là, évidemment, je joue un peu avec les mots. Chercher ses marques dans le vocabulaire sportif, c'est trouver la bonne distance,
pour s'élancer par exemple sur la piste du saut en longueur ou du saut en hauteur. Mais il en va un peu de même quand on grandit. Il nous faut prendre nos marques avec les autres, nos marques avec le monde, et en même temps, bien entendu, nous vivons dans une société où les marques corporelles ont pris une importance absolument considérable, à commencer bien entendu par le tatouage ou par le piercing, par exemple. Le jeune cherche donc souvent à cet âge-là à se constituer à travers son corps une sorte de badge de reconnaissance. Une manière donc de valider l'image qu'il a de lui-même à travers le regard que les autres portent sur lui. Chez beaucoup de jeunes, il y a une volonté de mettre hors de soi ce que l'on est à l'intérieur. Une manière finalement de conjurer cette menace de l'intériorité. Et il s'agit aussi de contrôler l'image que l'on donne aux autres. Il s'agit d'une tentative de contrôle du fort intérieur à travers une maîtrise opérée sur cette image que l'on donne à voir aux autres. Une volonté de se mettre à la surface de soi pour conjurer l'abîme de l'intériorité. Tout ce que l'on sent en soi et qui nous échappe encore à cet âge et qui nous fait peur. Le tatouage, donc, qui relève plutôt d'une culture de masse, une culture de consommation extrêmement valorisée à travers le monde entier. Le tatouage, tel que nous le connaissons aujourd'hui, a fait son apparition au début des années 90 dans nos sociétés occidentales. Alors bien entendu, le tatouage est très très ancien, je ne vais pas vous en faire l'histoire, mais disons que dans nos sociétés, si on prend par exemple le début du XXe siècle, le tatouage était plutôt un phénomène masculin, extrêmement peu féminin. C'était une pratique populaire, une pratique plutôt ouvrière. C'était également une pratique extrêmement prisée dans l'univers de la délinquance, dans l'univers de l'armée, dans l'univers carcéral, et également chez un certain nombre d'hommes qui se revendiquaient anti-bourgeois, libertaires, etc. Donc pendant très très longtemps dans nos sociétés, le tatouage a été associé à la rébellion, à la dissidence. Aujourd'hui, on pourrait dire que ça devient de plus en plus un phénomène conformiste. Au début des années 90, on peut dire que les personnes qui se tatouaient ou qui se pierçaient étaient vraiment des pionnières. C'était des gens qui étaient dans une forme de dissidence, qui surprenaient absolument les regards. Aujourd'hui, on pourrait presque dire que les personnes qui surprennent, qui étonnent, qui sont des pionnières du futur peut-être, ce sont les garçons ou les filles qui ne portent absolument aucun tatouage, aucun piercing, et qui sont très bien comme ils sont, qui n'ont pas besoin donc d'ajouter quelque chose à leur corps pour se sentir mieux dans leur peau. Mais bien entendu, il ne s'agit absolument pas de juger le tatouage ou le piercing, qui sont aujourd'hui des pratiques sociales extrêmement valorisées et qui ont bien entendu leur légitimité. Mais ce changement de statut du tatouage, donc le fait qu'il était un phénomène d'abord masculin, populaire, dissident, etc., au fait qu'il devienne plutôt un phénomène tendance, un phénomène aussi bien féminin que masculin, donc c'est à partir des années 90, et c'est le moment où cette importance du look, cette importance de l'image, cette importance de l'apparence, c'est-à-dire aussi de la marchandisation du corps dans nos sociétés occidentales, prend une importance absolument grandissante. Et bien entendu, on peut dire que les jeunes générations, pour le meilleur ou pour le pire, sont toujours à la pointe en la matière, mais aussi à la pointe de l'univers de la consommation et de la consommation de masse, en l'occurrence, s'agissant de ces pratiques. Un autre point qui me paraît très intéressant sur le tatouage, puisque j'ai beaucoup travaillé sur le sujet, c'est le fait quand même, qui est très émouvant, que pour beaucoup de jeunes, le tatouage est une manière de rectifier une image de soi qui au départ n'est pas vécue comme étant très heureuse. Dans les interviews que j'ai pu mener, dans les rencontres que j'ai eues avec beaucoup de jeunes tatoués, on m'a souvent dit, beaucoup de ces jeunes me disaient « Avant, je n'aimais absolument pas mon corps, mais depuis que j'ai un tatouage, je me sens beaucoup mieux, je suis heureux quand je me regarde dans le miroir, je me suis réconcilié avec mon corps. » Donc les jeunes générations, finalement, disposent aussi d'un outil très favorable, aujourd'hui, extrêmement banalisé également, pour transformer une image de soi qui, au début, est vécue comme un peu malencontreuse. Je me souviens également de ces adolescentes, par exemple, qui vous disent « Avant, j'avais horreur de mes seins,
j'avais horreur de mon ventre, mais maintenant que j'ai des piercings sur les tétons ou maintenant que j'ai un piercing sur mon nombril, je suis fier de mon corps et je n'ai pas peur de le montrer, par exemple, d'avoir des t-shirts taille basse pour montrer mon piercing et donc pour afficher mon nombril, mon ventre, alors que pendant longtemps, c'était pour moi absolument insupportable de le montrer aux autres. Finalement, à travers le tatouage ou le piercing, nous avons des manières, des formes de guérison de soi, finalement. Je pense que très souvent, chez les jeunes générations, le tatouage ou le piercing est vécu un peu comme un rite personnel de passage, comme une manière vraiment de changer de corps, de changer de vie, de changer de peau, avec le sentiment de grandir également, le sentiment d'être devenu un homme ou d'être devenu une femme. Alors, dans nos sociétés, je vous rappelle que le tatouage, en principe, est interdit aux jeunes de moins de 18 ans, à moins qu'ils ne soient accompagnés de leurs parents ou d'un adulte, ce qui évidemment ouvre quand même énormément de portes. Et puis, il est vrai également que bon nombre de tatoueurs ou de tatoueuses sont très peu regardants en la matière et font volontiers un tatouage des personnes mineures. À cet âge-là de la vie, le corps est un lieu de reconquête de soi. Pour les uns qui sont bien dans leur peau, bien dans leur vie, le tatouage par exemple, ou le maquillage pour les filles aussi, un certain nombre de pratiques corporelles en tous les cas vont être des lieux d'esthétisation de sa présence au monde. Donc des lieux que l'on contrôle et qui font du bien dans le rapport au miroir, dans le regard que les autres portent sur soi. Mais il y a aussi un certain nombre d'autres jeunes qui sont très mal dans leur peau, c'est-à-dire en porte-à-faux avec leur existence. Et là apparaît une autre relation au corps, infiniment plus douloureuse, meurtrie. Il s'agit de la question des attaques au corps et notamment des scarifications. Nous avons alors affaire à des jeunes qui sont dans une immense souffrance intérieure et qui se font mal pour avoir moins mal. C'est-à-dire, ce sont des jeunes qui luttent contre la souffrance qui est dans leur vie, liée parfois à l'inceste, aux abus sexuels, aux maltraitances, au manque d'amour, parfois pour des raisons beaucoup plus compliquées, beaucoup plus personnelles. Ce sont des jeunes qui n'ont aucune prise donc sur leur histoire et qui, à travers les attaques au corps, à travers les scarifications, opèrent une sorte de maîtrise en jouant la douleur contre la souffrance. Donc, je me fais mal pour avoir moins mal, mais en même temps, je suis à nouveau présent dans mon existence, je me sens à nouveau vivant, je me sens à nouveau réel. Et pour beaucoup de jeunes, le fait de voir le sang couler est une manière pour eux de sentir que leur souffrance s'en va, qu'elle est devenue matérielle, qu'elle est tangible. Et puis en même temps, évidemment, les scarifications, les attaques au corps procurent un immense sentiment d'apaisement. C'est un remède paradoxal au mal de vivre, mais une manière de s'appuyer sur son corps quand tout le reste dans sa vie nous échappe. Ce que je dis d'ailleurs à l'instant des scarifications vaudrait tout autant pour les troubles alimentaires, comme l'anorexie par exemple, qui est une manière de s'agripper à son corps en contrôlant le sentiment de la faim, et une manière donc également pour l'anorexique de se sentir infiniment vivante, infiniment réelle, mais dans un contexte de vie qui lui échappe complètement et dans un contexte aussi de souffrance, parce que bien entendu on n'est pas heureux. On n'est pas heureuse quand on est anorexique. Et puis d'autres jeunes vont recourir à l'alcool, à l'alcoolisation, vont recourir à un certain nombre de drogues pour en quelque sorte s'enraciner dans un monde qui leur échappe, un monde dans lequel ils ont énormément de mal à exister, à se sentir reconnus par les autres. Quant aux scarifications, aux attaques au corps, on voit qu'elles apparaissent maintenant de plus en plus jeunes dans nos sociétés. On voit des jeunes, des garçons ou des filles, qui commencent à se scarifier, par exemple, autour d'une douzaine d'années. Je dois dire d'ailleurs que dans les scarifications, on a beaucoup plus affaire à des filles qu'à des garçons. Il y a une surreprésentation des filles. Pareil d'ailleurs, évidemment, dans les troubles alimentaires. Il y a une parité en revanche en ce qui concerne l'alcoolisation ou les différentes formes de toxicomanie, mais les conduites à risque et donc le rapport à un corps meurtri sont quand même très très liés
au genre, enfin, ce que la sociologie appelle le genre, c'est-à-dire le fait d'être un homme ou d'être une femme. Parmi les conduites à risque, et parmi celles qui sont les plus meurtrières, le suicide notamment, on rencontre énormément de jeunes, gays ou lesbiennes, c'est-à-dire de garçons ou de filles qui ne se reconnaissent pas dans les normes du masculin et du féminin de nos sociétés contemporaines, qui ne se reconnaissent pas non plus dans l'hétérosexualité dominante, et ce sont des jeunes qui sont dans une immense souffrance personnelle, d'autant plus que très souvent dans leur classe, ils sont l'objet de harcèlement, parce qu'ils ne sont pas tout à fait comme les autres, et on le leur fait payer très très cher. Donc dans les conduites à risque, mais évidemment, il y a des milliers de manières de souffrir. Mais en tous les cas, c'est l'un des aspects les plus méconnus et les plus redoutables en matière de souffrance adolescente. Ce sont donc ces jeunes qui vont se tuer, qui vont faire des tentatives de suicide, qui vont se scarifier ou qui vont entrer dans des formes d'alcoolisation ou de toxicomanie parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans leur identité, enfin dans leur apparence de garçon ou de fille, et puis on le leur fait très violemment sentir autour d'eux. Bien entendu, les scarifications ne sont absolument pas un phénomène de mode ou autre. C'est toujours l'expression d'une immense souffrance personnelle que le jeune va combattre à travers un recours qui effectivement s'est multiplié dans le monde entier ces dernières années, pas depuis très longtemps. Les scarifications ont fait leur apparition vers la fin des années 90. Et très vite, elles se sont propagées à travers le monde entier. Mais de la même façon d'ailleurs que l'anorexie, de la même façon que la toxicomanie dans les années 70, ce sont des manières finalement pour des millions d'adolescents à travers le monde de combattre une souffrance qui est dans leur vie. Ce sont paradoxalement des formes de résistance à une souffrance dans la vie. Là où les adultes ne réussissent pas à leur donner le goût de grandir, ce sont des jeunes qui vont essayer de trouver des solutions par eux-mêmes, mais en sacrifiant une part de leur personne. Il faut comme s'il fallait payer le prix, d'une certaine manière, en payant le prix de sa vie, en se faisant mal, en faisant couler son propre sang. Finalement, c'est comme si on payait le droit de son existence. Finalement, les conduites à risque, pour moi, sont des formes de résistance anthropologique. Je mets un tiret entre anthropo et logique. Anthropo qui vient de la racine grecque anthropos, et puis logique. Donc anthropologique, ça veut dire que les conduites à risque sont des logiques d'humanité. C'est-à-dire on n'est absolument pas, pour moi, dans la pathologie. Ce ne sont absolument pas des jeunes qu'il faut médicaliser, ce sont des jeunes qui sont dans une grande détresse personnelle et qui ont donc besoin d'un appui, qui ont besoin d'amitié, qui ont besoin de reconnaissance, qui ont besoin peut-être d'une aide, mais qui ne doivent en aucun cas être psychiatrisés ou être désignés du doigt comme étant des personnes malades. Ce sont des adolescents bien ordinaires, simplement, qui grandissent dans un contexte affectif qui n'est pas très heureux, un contexte affectif donc qui les met en porte-à-faux avec le monde qui les entoure, et ils cherchent à s'en sortir comme ils peuvent, en n'utilisant peut-être pas les meilleurs moyens, mais ils n'ont pas trouvé d'autres moyens à ce moment-là de leur vie, et il faut dire également qu'aucun adulte autour d'eux n'a été capable de les comprendre, de les soutenir et de leur donner le goût de grandir. Qu'il s'agisse du tatouage ou qu'il s'agisse des scarifications, qui sont fondamentalement des pratiques différentes, évidemment, dans les deux cas, il y a une sorte d'ambiance sociale qui va évidemment encourager le tatouage, là sous une forme davantage de consumérisme, et pour des jeunes beaucoup plus meurtris, une manière finalement de recourir à un moyen de sauvegarde qui est beaucoup utilisé par d'autres jeunes dans le monde entier. Dans les deux cas, il s'agit finalement de s'approprier sur un mode personnel une pratique qui est collective. Donc on ne peut pas dire que le jeune suit le mouvement, en quelque sorte, il se l'approprie. C'est plus juste de le dire comme ça. Je vous rappelle d'ailleurs que nul d'entre nous n'est le produit de sa culture. Nous sommes ce que nous faisons de notre culture, nous sommes ce que nous faisons des influences qui pèsent sur nous. Et donc c'est pour ça d'ailleurs que dans les classes, par exemple, s'il y a beaucoup de jeunes qui aiment le tatouage et qui sont déjà tatoués ou qui vont l'être dans les mois ou les années à venir, par exemple quand ils deviendront majeurs,
Il y en a d'autres qui sont parfaitement bien dans leur peau, parfaitement bien dans leur vie, qui n'ont aucune envie de se tatouer ou de se piercer. Vous voyez, on grandit, on est exactement dans les mêmes influences sociales, mais on n'est pas des robots, on n'est pas formaté en quelque sorte. Chacun d'entre nous va essayer de tirer son épingle du jeu des influences sociales. C'est ce qui fait que nous sommes les uns et les autres très différents dans nos attitudes, dans nos valeurs, dans nos significations, dans notre apparence. Il faut de tout pour faire un monde, comme on dit très souvent en anthropologie. Il n'y a pas un monde, d'ailleurs, il y a d'innombrables mondes qui sont contenus dans le monde dans lequel nous vivons. Il y a une hétérogénéité des mondes d'aujourd'hui. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, l'apprentissage de la différence, le respect de la différence est une valeur absolument fondamentale de nos sociétés contemporaines occidentales. Ce sont finalement, dans le rapport au corps, deux directions complètement différentes. On pourrait dire que le tatouage, ou le piercing, ou les bijoux, ou le maquillage, les implants sous-cutanés, sont une manière finalement de signer son corps à ce moment de l'adolescence. Je signe mon corps à travers mon tatouage, je montre ainsi d'une certaine manière à mes parents aussi que mon corps m'appartient, que je suis devenu désormais un ou une adulte. Je me donne aussi le sentiment de grandir à travers ces marques corporelles. Et puis, donc, je commence à voler de mes propres ailes, d'où d'ailleurs parfois l'opposition d'un certain nombre de parents au tatouage ou au piercing de leurs enfants, parce que les parents sentent intuitivement que c'est le moment où le jeune s'approprie son existence, s'approprie son corps. Ce n'est plus l'enfant qu'ils ont couvé, qu'ils ont accompagné, qu'ils ont soigné, etc. Désormais, c'est un jeune homme, c'est une jeune femme qui commence véritablement sa propre vie. Donc d'un côté, vous avez la signature du corps à travers ces pratiques propices, ces pratiques heureuses, jubilatoires, où il s'agit vraiment d'entrer dans sa vie. Mais de l'autre côté, quand on parle plutôt des scarifications, des attaques au corps, de l'anorexie et d'autres conduites à risque de nos jeunes, on est plutôt dans ce que j'ai appelé la bifure, le fait de vouloir rayer, gommer, effacer un corps dans lequel on ne se reconnaît absolument pas, un corps qui peut être vécu sur le mode de la souillure, de la saleté. C'est souvent le cas de jeunes qui ont vécu des abus sexuels. Et donc les attaques au corps sont une manière finalement de se protéger, une manière très paradoxale évidemment, une manière très paradoxale de se protéger, de remédier, une sorte de remède à un mal de vivre, mais en même temps dans un contexte où le corps est utilisé comme un instrument qu'on meurtrit, un instrument auquel on fait mal, mais parce que quand tout nous échappe finalement, quand notre vie nous échappe totalement, eh bien il nous reste la butée du corps. On va s'agripper à son corps, on s'agrippe à son corps pour ne pas disparaître, pour ne pas mourir, pour essayer de retrouver un appui qui nous permet de reprendre corps dans son existence, avant de trouver, évidemment, si je continue à parler de ces jeunes en souffrance, avant de trouver une solution beaucoup plus heureuse à sa présence au monde, à travers, par exemple, une relation amoureuse, à travers un premier emploi, à travers une réussite scolaire, une réussite sportive, ou l'entrée dans le monde du théâtre, de la danse, ou d'autres activités encore. Voilà, donc nous avons fait une sorte de cheminement ensemble. Je vous ai livré une sorte de chantier. J'ai posé un certain nombre de questions. N'oubliez pas que je n'ai donné aucune réponse, parce que la sociologie, l'anthropologie sont toujours plutôt des mises en question du monde que des réponses qu'on pourrait donner. Mais je suis à votre disposition pour prolonger le débat. Je suis totalement disponible aux questions que vous allez me poser maintenant. Je vous remercie de votre attention, de votre écoute, de votre patience. Merci.